Bonjour et bienvenue. On sait tous que la passion, c'est le moteur de beaucoup d'organisations qui veulent changer le monde. Mais soyons honnêtes, pour vraiment avoir un impact, pour convaincre, il faut plus que de la passion. Il faut des preuves. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on transforme cette conviction, cette flamme, en un dossier solide, en un argumentaire en béton. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait pour passer de « je suis convaincu que » à « je peux vous prouver que » ? Comment on transforme une conviction personnelle, aussi forte soit-elle, en une démonstration qui va vraiment parler aux décideurs, aux financeurs, bref, à tout le monde? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la méthode. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que non, la recherche scientifique, ce n'est pas juste un truc pour des universitaires dans leur tour d'ivoire. Pas du tout. C'est en fait l'outil le plus puissant qui soit pour ceux qui veulent pas seulement comprendre la société, mais la transformer. Allez, on plonge dedans. Bon, première chose à mettre sur la table. La passion ne suffit pas. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est essentiel. L'engagement, c'est notre carburant, c'est ce qui nous fait avancer. Mais si on n'a pas de GPS, on risque de tourner en rond. Ce GPS, cette carte, c'est justement d'arriver à comprendre un problème dans les moindres détails. J'aime beaucoup cette comparaison avec le travail d'un médecin parce qu'elle est parfaite. Pensez-y, un médecin, il ne va pas vous donner un traitement au pif. Non. D'abord, il va vous examiner, poser des questions, faire des analyses, bref, il va poser un diagnostic. C'est seulement après qu'il pourra prescrire le bon remède. Eh bien, pour les problèmes de société, c'est exactement la même chose. On ne peut pas inventer des solutions qui marchent si on n'a pas d'abord identifié les vraies causes du problème. Ce qui nous amène à définir ce qu'est une connaissance scientifique. C'est un point super important. La différence avec une simple opinion ou une croyance, c'est pas la conviction qu'on y met, c'est la démarche. En gros, on prend des faits, des preuves, des choses qu'on peut vérifier, on les organise et surtout, on essaye de mettre nos propres idées préconçues de côté le temps de l'analyse, pour vraiment écouter ce que les données ont à nous dire. Alors voyons la recherche comme ce qu'elle est vraiment, une boîte à outils. Ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, mais en réalité ce n'est pas une montagne à gravir. C'est un processus, une suite d'étapes assez logiques et vous allez voir plutôt accessible. Ce parcours, on peut le résumer en 4 grandes étapes. Très simple. Étape 1, on se pose la bonne question. C'est la base, le point de départ de tout. Étape 2, on choisit la bonne méthode, le bon outil pour répondre à cette question. Étape 3, on va sur le terrain, on collecte l'info, les données. Et enfin, étape 4, on analyse tout ça et on partage les résultats. Simple, non ? Ok, maintenant un moment crucial du processus, le choix de la méthode. C'est une décision super importante, parce que le choix de l'outil va dépendre directement de la question de départ. Et attention, il n'y a pas une méthode qui serait meilleure qu'une autre. Il y a juste 2 grandes approches, 2 grandes familles d'outils pour comprendre le monde. Voilà ces 2 chemins. D'un côté, on a la recherche qu'on appelle qualitative. C'est un peu comme une loupe. Le but, c'est de comprendre le pourquoi des choses en allant en profondeur. On va faire des entretiens, des observations. On aura des infos très riches, très détaillées, mais sur un petit nombre de personnes. De l'autre côté, on a la recherche quantitative. Là, c'est plutôt un télescope. L'objectif, c'est de répondre à la question « combien ?». On veut des chiffres, des statistiques. On travaille sur un grand nombre de personnes pour pouvoir généraliser et dire « voilà la tendance générale ». Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. Il y a une technique super puissante qui s'appelle la triangulation. L'idée est toute simple, on combine les deux. On utilise le quantitatif, le télescope, pour avoir la photo d'ensemble, les grandes tendances. Et on utilise le qualitatif, la loupe, pour zoomer sur les détails et comprendre le pourquoi du comment. En faisant ça, on a une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus solide de la situation. Maintenant, on doit parler d'un sujet absolument fondamental. Un truc qui vient avant tout le reste. Les règles du jeu. Parce qu'une bonne recherche, ce n'est pas qu'une question de bonne méthode. C'est d'abord et avant tout une question de respect et d'éthique envers les gens qui y participent. Et cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. Aucune information, absolument aucune, ne vaut la peine de mettre quelqu'un en danger, que ce soit la personne qui fait la recherche ou les personnes qui y participent. La sécurité, physique et psychologique, c'est la priorité numéro 1, c'est non négociable. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire suivre des principes de base. L'honnêteté, on dit clairement pourquoi on fait cette recherche. Le consentement, on demande toujours la permission avant de commencer. L'anonymat et la confidentialité, on protège l'identité des gens et on sécurise leurs données. Le droit de se retirer, n'importe qui peut dire stop à n'importe quel moment sans avoir à se justifier. Et bien sûr, la sécurité, on s'assure que personne ne court le moindre risque. C'est ce cadre de confiance qui est essentiel. Ah, la fameuse question de l'objectivité. On se dit souvent, mais comment je peux être objectif si cette cause me prend aux tripes ?
En fait, être objectif, ça ne veut pas dire être un robot sans émotion. Pas du tout. Ça veut dire être conscient de ses propres convictions et mettre en place des règles, des garde-fous, pour s'assurer que ce ne sont pas elles qui tordent les résultats. La passion, c'est le moteur, mais la méthode, c'est le volant qui nous garde sur la bonne trajectoire. Ok, on a posé la question, choisi la méthode, collecté les données en respectant l'éthique. Le plus dur est fait? Pas tout à fait. Maintenant, il faut analyser ces données, les faire parler. Et c'est une étape où il est très facile de tomber dans certains pièges. Et le piège numéro 1, le plus classique de tous, c'est de confondre corrélation et causalité. En clair, ce n'est pas parce que deux choses se passent en même temps ou évoluent de la même manière que l'une est la cause de l'autre. Arriver à faire cette distinction, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. En été, les ventes de glace augmentent. Et en été, le nombre de noyades augmente aussi. Les deux courbes montent ensemble, elles sont corrélées. Est-ce que ça veut dire que manger des glaces provoque des noyades? Bien sûr que non. Il y a un troisième facteur, caché, c'est le beau temps, la chaleur. La chaleur fait que plus de gens mangent des glaces et que plus de gens vont se baigner. Alors, comment on fait pour savoir si on a une vraie causalité? Eh bien, il y a une sorte de checklist, un peu comme un détective qui rassemble des preuves. D'abord, il faut bien une corrélation. Ensuite, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un troisième facteur caché. La cause doit aussi arriver avant la conséquence, c'est logique. Et il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres explications possibles. Si toutes ces cases sont cochées, là, on commence à avoir un dossier solide. Autre piège, un peu plus subtil cette fois, mais tout aussi important. C'est ce qu'on appelle l'effet de formulation. Les mots qu'on choisit pour poser une question, ce n'est pas anodin. Ils ont un poids énorme et peuvent complètement changer la réponse qu'on va obtenir. Regardez cet exemple, c'est une expérience réelle et c'est édifiant. On a posé une question à un groupe de personnes. Pensez-vous que les États-Unis devraient permettre une rhétorique antidémocratique ? Le mot-clé ici, c'est « permettre ». Avec cette formulation, seulement 21% des gens ont répondu être en faveur de la liberté d'expression. Maintenant, on prend un autre groupe et on leur pose une question qui veut dire la même chose sur le fond, mais on change juste un mot. On demande « Pensez-vous que les États-Unis devraient empêcher la rhétorique antidémocratique ?» Le mot-clé devient « empêcher ». Et là, attention, le soutien à la liberté d'expression passe à 39%. C'est quasiment le double, juste en changeant un verbe. Ça montre bien à quel point chaque mot compte. Au final, tout ce travail, ça sert à toi. Eh bien, ça sert à ça. Une recherche solide, bien menée, c'est ce qui transforme une opinion en un fait. Ça permet de produire des rapports que personne ne pourra ignorer, de défendre une cause avec des arguments basés sur des preuves, et surtout de créer des projets qui ont un véritable impact parce qu'ils répondent à un problème qu'on a vraiment compris. On a donc fait le tour de cette boîte à outils, on a vu que la méthode, c'est un levier de changement vraiment puissant. Alors pour finir, la question n'est plus de savoir comment faire, mais par où commencer. Pour la cause qui vous anime, quelle est la première question la plus importante qui mériterait qu'on se penche dessus pour y apporter une réponse solide ?